on n'a pas assez de femelles. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, un mâle doit avoir 4 à 5 femelles. Et là, on n'a pas assez de femelles. Donc du coup, le peu de femelles qu'il y avait, qui étaient finalement avec eux, étaient devenues... En réalité, l'un des problèmes qu'on a dans notre communauté, c'est ce qu'on appelle un peu le problème du crabe. C'est-à-dire que quand tu réussis, vous voyez bien quand on met des crabes dans une bassine, aucun crabe ne peut sortir. Parce que dès qu'un crabe veut monter, un autre l'attrape, boum, et il descend. Là, on est devant l'hôtel Crystal Palace de Douala. Vous voyez, c'est immense, magnifique. Et qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait devant cet hôtel? Bah écoutez, on ne peut pas s'arrêter à Douala sans pourtant rendre visite à Philippe Simo. Philippe Simo, on ne le présente plus. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu connais Monsieur Philippe Simo. Donc aujourd'hui, on a eu la chance de l'avoir pendant une masterclass qu'il présente dans cet hôtel. Donc on va aller le voir. J'espère qu'il aura le temps de nous livrer ses petites impressions. Ou si on ne l'a pas aujourd'hui, c'est sûr qu'on l'aura demain. Allez, let's go! L'équipe qui gagne, toute l'équipe, du premier au dernier, vous avez le droit. Quelqu'un a dit un jour que la plupart des gens meurent à 25 ans, on les enterre à 75 ans. Ça veut dire qu'ils sont morts le jour où ils ont eu leur diplôme. Ils ont arrêté d'apprendre. C'est ce que notre système a fait. Comme on a fait un système de diplôme, on a pensé que le but de l'école, c'était d'avoir les diplômes. Et donc le jour où on a eu les diplômes et le dernier, on s'est dit, les études, c'est terminé. Or, les personnes qui réussissent sont des gens qui apprennent et réapprennent permanemment. En pleine ville. Donc ce matin, vous avez tous ces sportifs qui vont au parcours Vita. Les gens que vous voyez là, ils vont au parcours Vita faire du sport. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, on est toujours à Douala. J'ai une tête un peu de fatigué de réveil, c'est normal parce que il est très tôt. On se dirige vers à l'extérieur de la ville. Donc pour tout vous expliquer, ça c'est notre dernière interview normalement. Donc hier j'ai dit ça quand on a rencontré une entrepreneur qui est venue droit de Yaoundé pour nous rencontrer. Mais aujourd'hui on rencontre quelqu'un qu'on ne présente plus. On va rencontrer Monsieur Philippe Simo d'Investir au Pays. Donc je suppose que vous le connaissez tous, mais bon, on va quand même présenter pour les nouveaux venus. Donc Philippe Simo, c'est un serial entrepreneur qui est basé en France et qui tient des activités un peu partout en Afrique maintenant, principalement au Cameroun. Donc là, on est au Cameroun et ça tombe bien parce que Philippe est aussi au Cameroun. Donc on s'est dit, comment on peut filmer Douala sans pourtant rencontrer M. Philippe. Et vu que M. Philippe Simo, il est très occupé, d'accord, on a essayé quand même de l'avoir malgré ses occupations. Donc il nous fait l'honneur de nous accorder sa journée aujourd'hui. Donc hier, on a assisté à sa formation dans un hôtel juste incroyable. On va vous montrer les images. C'était une formation, je crois, sur le marketing digital. Franchement, l'énergie dans la salle, elle était juste incroyable. C'est ça, Philippe Simo. C'est un peu comme The Rock de WWE, pour ceux qui regardent le catch. Il est electrifying man.
Il nous a donné rendez-vous très loin. Donc là, c'est pour ça que vous voyez, il est très tôt. On a tête de fatigué. Et juste en parlant de ça, je vous montre un peu. Vous avez vu la vidéo de Francis Ngannou, là où il y a quelqu'un qui se fait frapper par un pneu là. Je pense que c'est là. Pour montrer combien l'activité sportive ici au Cameroun, les Sénégalais, il n'y a pas que vous, hein. Ici aussi on est fort. Donc voilà, restez connectés parce que... Ah, il y a un Bamileke qui a dit on est meilleur. Bon, est-ce qu'il dit on? Est-ce qu'il a dit on en tant que Bamileke ou on en tant que Camerounais? Bah, les gars de Wondo, venez parler. Arrêtez le tribalisme là. Arrêtez le tribalisme. Ah bon, on a dit le tribalisme c'est fini. Bon, bref les gars, restez connectés parce qu'aujourd'hui, on va vous montrer un entrepreneur à succès. Donc voilà, reste connectés. On se dit à très vite. Donc ça va rendre encore plus rapide l'accès au champ. Tout le monde commence à travailler un peu son champ quand même. Avant c'était pas du tout comme ça. Là ils ont planté, ils ont mis des trucs en terre de ce côté. Donc il y a des gens comme ça qui ont commencé à travailler leurs exploitations. Mais je voulais qu'on se cotise, tu vois, à l'époque pour bien faire cette route. Parce que dès que tu commences à exploiter, ben, c'est ce que j'avais dit dans... J'ai fait une vidéo pour expliquer ça. Si tu vas acheter un terrain, achète tout au début avant de commencer les travaux. Parce que dès que tu commences, ton même proprio commence à... Il n'a rien fait, il n'a augmenté aucune valeur. Mais le prix a commencé à grimper, quoi. Ça va? Mais dis donc, tu vois ça? Regarde le logo. Ça va? Vous faites quoi là? On peut entrer, non? Vous avez terminé, vous ne pouvez pas encore... Là, c'est une bande qui vient de... Ça, c'est un bâtiment qui peut prendre 2200 poulets. Donc là, normalement, la bande est terminée, le bâtiment est vide et on est en train de préparer ce qu'on appelle un vide sanitaire. C'est-à-dire qu'on va complètement nettoyer le bâtiment, le désinfecter. Parce que quand une bande se termine, ben, elle a forcément les germes et les maladies de l'ancienne bande. Donc ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on racle complètement le sol. Ça s'appelle de la fiente. C'est-à-dire que ce sont des... c'est sur cette couche-là que les poulets ont vécu pendant une quarantaine de jours. Et donc pendant la quarantaine de jours, forcément, ils ont mélangé là-dedans, c'est leur litière en fait. Donc urine, sel, c'est une couche qui fait à peu près 10 cm, qui est supposée tenir pendant à peu près 30 à 40 jours justement. Et après cette couche-là, elle est hyper riche en engrais. Et donc du coup, on s'en sert pour pouvoir fertiliser nos cultures dans le champ. C'est pour ça que c'est très intéressant de faire un cycle agriculture-élevage parce que du coup, les déjections de l'un servent à l'autre et vice-versa. Donc du coup, tu peux nourrir ton cycle. Donc là, ils sont en train de racler. Et après, ils vont entasser tout ça dans des sacs. Et ensuite, ils vont mettre des produits pour pouvoir terminer la désinfection à peu près pendant 15 jours. Et après, on va faire entrer à nouveau des poulets. Il faut encore attendre combien de temps? Bon, c'est juste une façon de... Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il a expliqué. Là, on a une crise. On n'a pas assez de femelles. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, un mâle doit avoir 4 à 5 femelles. Et là, on n'a pas assez de femelles. Donc du coup, le peu de femelles qu'il y avait, qui étaient finalement avec eux, étaient en danger. Parce que du coup, ils se battent pour la femelle. Et ce qu'on a fait, c'est qu'il les a isolés. Il a isolé les femelles et maintenant, il n'y a plus que des mâles ici. Donc en face, on a 3 bâtiments, un peu comme celui qu'on a déjà vu. Mais là-bas, je crois qu'il y a des poulets, donc on ne peut pas entrer. Le bâtiment des porcs est tout en haut, comme vous le voyez là-bas. Pareil, c'est un bâtiment interdit d'accès. Jean est là. C'est le responsable des porcs. Ah oui, c'est lui là-bas en haut. Donc c'est le bâtiment qui est tout en haut là-bas. Jean, c'est le responsable des porcs. Brandon, qu'on a vu tout à l'heure rapidement, c'est le responsable des poulets. Et Ellie, c'est le responsable des lapins, mais qui s'y connaît bien en poulet aussi. Du coup, j'ai les poulets naturels.
comment on peut passer à Douala sans pourtant rendre visite à Philippe Simot? Philippe Simot, est-ce qu'on le présente toujours? On a eu la chance qu'il nous donne sa journée. Donc on est à sa ferme ici. Donc on va parler de ses activités, on va parler de lui, de l'homme Philippe Simot. Et aussi on va vous faire découvrir tout ce qu'il fait ici. Parce que 2 fois derrière les écrans c'est bien. On s'est dit non, on va aller sur place pour voir. Et franchement, j'ai trop hâte de vous présenter cet espace et de rentrer un peu dans sa tête. Je pense que vous le connaissez déjà de par ses prises de parole. Mais aujourd'hui, son exclusivité à Douala, le mindset et le mood sera différent. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter M. Philippe Simot et on se dit à très bientôt. Donc abonnez-vous bien sûr à ma chaîne personnelle, CFA Group Média sur Instagram. Et encore merci à BeYouTube qui nous permet d'avoir cette série d'entrepreneurs au Cameroun. Et c'est parti. Let's go. Alors bonjour, je m'appelle Philippe Simot, je suis entrepreneur en Europe et en Afrique, dans plusieurs pays, parmi lesquels le Cameroun, dans lequel on est actuellement. Et je fais plusieurs activités. Une qui est très connue, c'est celle de la formation. Mais cette formation s'appuie sur une expérience durement acquise sur le terrain dans différents secteurs, dont l'agribusiness. On fait aussi de l'immobilier, on fait de la construction, on fait, bientôt vous allez le découvrir aussi dans de prochaines vidéos dans le domaine des transports. Mais pour parler présentement de ce que l'on fait ici au Cameroun, on a créé un concept qui s'appelle de la ferme à l'assiette, qui se veut être un peu original parce que le but c'était de combattre à notre niveau les importations excessives de poulets, pas que, parce que malheureusement dans nos pays qui sont pourtant dotés d'une nature exceptionnelle, on a le contraste de voir que l'on achète beaucoup de nourriture à l'étranger. Et le meilleur moyen de combattre ça, c'est pas de le dénoncer sur les réseaux sociaux, c'est de venir et de devenir un producteur. Chose qu'on a donc décidé de faire il y a de cela pas mal d'années maintenant. Donc aujourd'hui, on a une exploitation agricole qui est celle-ci, qui fait 17 hectares, sur laquelle on fait de l'agriculture et de l'élevage. En élevage, on fait du poulet élevé en bâtiment, mais on fait aussi du poulet bio élevé en plein air. On fait du porc, on fait du poisson et on fait du lapin qu'on est en train de faire grandir en puissance. Au niveau de l'agriculture, on fait du bananier plantain, de l'ananas principalement, et on va commencer aussi à faire un peu de piment. L'objectif de tout ça, bien évidemment, c'est d'alimenter notre propre fast-food. Et l'idée du fast-food, c'est d'en faire une petite chaîne dans le pays afin de ramener aux habitants de la ville de Douala et par la suite de Yaoundé et pourquoi pas Abidjan, Dakar, ainsi de suite, de la nourriture élevée sur place. Quand on mange de la nourriture qui est produite sur place, le goût est tellement différent et tellement bon que beaucoup de gens sont très surpris parce que ce sont des saveurs que l'on avait malheureusement perdues. Et donc ça, c'est notre combat. C'est faire du business, mais faire un business qui passe un message très clair, notamment au niveau de l'alimentation pour ce cas présent. C'était venu toute cette idée. Alors à la base, investir au pays, c'est une idée qui naît un peu dans ma chambre. À Paris, alors à l'époque, j'étais encore ingénieur salarié. Je travaillais pour Areva dans le nucléaire et je travaillais pour la construction de centrales nucléaires. Mais j'avais un problème de sens. Alors j'étais bien payé, j'avais pas à me plaindre, j'aimais même ce que je faisais comme boulot. Mais je sentais que j'étais quand même un peu en déphasage avec moi-même. Moi qui aimais tant l'Afrique, qui en parlait tant, je bossais quand même pour Areva, une boîte qui est très controversée par ses activités en Afrique. Et j'avais le sentiment que je n'étais pas à ma place. Et donc cette quête de sens-là a trouvé un indice de réponse quand je suis revenu au pays pour des vacances et que je me suis rendu compte qu'au pays, avec peu d'argent finalement, je pouvais changer ou du moins impacter sérieusement la vie des gens sur place en leur donnant du travail. Et de là, je me suis dit, mais en fait, plutôt que de rester en France et gagner de l'argent dans le nucléaire, je peux être très utile à l'Afrique si je parvenais à lancer des business ici. C'est de là que l'étincelle est née en réalité. Et donc, j'ai commencé à réfléchir aux activités que je pouvais faire. J'ai commencé par des acquisitions de terrain, mais il faut savoir que quand vous achetez un terrain pour le vendre, vous ne créez pas de travail. Vous vous enrichissez peut-être, mais vous ne créez pas de travail. Et puis, de manière hasardeuse, ma mère m'a fait part d'un terrain qu'une amie à elle vendait. À l'époque, c'était 1,5 hectare. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas, ça peut permettre de faire de l'agriculture. Donc, j'ai acquis ce premier 1,5 hectare. Ensuite, j'en ai acquis un autre hectare. J'ai acquis un autre. Alors là, c'est un terrain familial. Donc, un membre se libère d'une partie, j'achète. Un autre se libère d'une autre, j'achète, ainsi de suite. Et donc, quand je suis revenu au pays en vacances, je me suis rendu compte, alors il faut le dire, là maintenant vous allez voir un espace dans lequel il y a beaucoup de choses aménagées, mais à l'époque c'était vraiment la forêt, la brousse, il n'y avait rien, que des arbres partout. Donc forcément, si tu n'as pas la vision, ça te fait peur et tu fuis en fait, parce que tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire ici?
Et ben, en fait, il fallait ramener la vie, il fallait ramener de l'eau, il fallait ramener de l'électricité, de l'énergie et des gens qui allaient habiter là. Donc tout ça, c'est un gros périple. Il fallait créer des routes. Tout ça, ce sont des investissements colossaux, mais auxquels j'ai consenti parce que j'avais une vision qui était justement de créer cet espace qui allait être un espace dans lequel on allait pouvoir faire à manger, mais faire à manger de la bonne nourriture plutôt que de faire des importations qui, comme je le dis, clairement aujourd'hui justifient un peu l'explosion des taux de cancer. On a des taux de cancer qui explosent de plus en plus dans nos pays et malheureusement, on le sait, hein, ce sont des cancers qui sont liés aux habitudes de vie et clairement, les principales habitudes qui sont en train d'être modifiées, ce sont les habitudes alimentaires. Et ça, il faut le combattre, clairement. Et donc, moi, ma manière à moi de le faire, c'était d'initier ce projet agricole. Et donc, en faisant ce projet-là, j'ai bien évidemment, vous vous en doutez, rencontré énormément de difficultés de tous les ordres possibles. Mais bon, on savait qu'on était préparé psychologiquement à ce que ça arrive et on a tenu bon. On a tenu bon parce que, il faut le dire, quand vous rencontrez une difficulté, en général, cette difficulté vous rapproche de votre succès. Malheureusement, beaucoup de personnes, quand elles rencontrent une difficulté, l'interprètent comme un signal pour dire qu'il faut arrêter. Mais en fait, non. Il faut surmonter ça et continuer. Et donc, aujourd'hui, bien évidemment, on a eu beaucoup d'expérience. Et je me suis rendu compte que, à chaque fois que je parlais de ce que je faisais au Cameroun à quelqu'un de la diaspora, Congo, Côte d'Ivoire, Sénégal, tous étaient émerveillés en disant « Waouh, j'aimerais vraiment faire ça ». Et donc, de là est née l'idée de créer un média, simplement, puisque beaucoup de gens venaient vers moi et me posaient des questions. Mais comment tu fais ci? Comment tu fais ça? En plus, tu es à distance. Et je me suis rendu compte que, en fait, plutôt que d'en parler comme ça, individuellement à 4, 5, 6 personnes, je vais faire une chaîne. Et comme ça, au moins, si quelqu'un me demande encore ce qu'il faut faire, je vais lui dire, va regarder les vidéos, c'est en ligne. Et surtout, je me suis dit, il doit y avoir d'autres personnes qui se posent la même question quand même. Et donc, de là est née l'idée de créer un média qu'on allait appeler Investir au pays. Aussi simple que ça. Et donc, de là, effectivement, j'ai créé Investir au pays en 2018, mars 2018, et j'ai lancé la première vidéo, 6 bonnes raisons d'investir en Afrique, je m'en rappellerai toujours. Et c'est comme ça que c'est parti. Et je suis très agréablement surpris aujourd'hui de la croissance. Quand on prend YouTube, Facebook, Instagram, mélangé, on est pratiquement à 1,5 million d'abonnés, donc c'est énorme. Et c'est un succès qu'on n'avait pas prévu être aussi fulgurant. Mais bon, maintenant qu'on y a pris goût, on continue de travailler pour agrandir la famille Investir au pays. Alors, il faut dire que l'une des choses qui marque quand on grandit en Afrique, c'est le rapport que les gens ont au succès. Quand on grandit en Afrique, le succès n'est jamais neutre. Je pense que peut-être que le seul Camerounais qui a réussi aux yeux de tout le monde, c'est Samuel Eto'o. Et encore, certains disent qu'il a fait des manigances au village, il a fait des écorces. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que dans l'esprit des Africains, pour réussir, il faut que tu triches, il faut que tu sois corrompu, il faut que tu voles l'argent du gouvernement. C'est pour ça que beaucoup de gens se battent ici pour être fonctionnaires, parce qu'en fait, ils veulent entrer au gouvernement pour voler aussi. Il faut que tu sois dans la politique pour devenir quelqu'un d'influent, et donc avec cette influence-là, organiser des systèmes de raquettes, ou alors il faut que tu couches quand tu es une femme, mais maintenant même quand tu es un homme, il faut que tu couches. Et bien évidemment, moi qui ai grandi ici dans ce pays, je connais très bien cette culture, cette mentalité qui me peine énormément. Et quand tu vas en Occident et que tu te rends compte que les gens ne réfléchissent pas comme ça, les gens bossent juste et réussissent, tu te dis, mais en fait, finalement, mon histoire d'entrepreneuriat peut devenir un moyen, un canal de communiquer beaucoup d'autres messages. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai voulu créer un média, parce que je me suis dit, l'un de mes challenges va être de pouvoir créer de la richesse au vu et au su de tout le monde, progressivement, de telle sorte que les gens se rendent réellement compte qu'on peut créer de la richesse, et même beaucoup de richesse dans nos pays, sans avoir besoin de tricher. Et c'était très important pour moi, et c'est très important pour moi, d'être dans cette position de montrer aux autres. Et c'est pour ça que sur mes différents canaux, j'interviewe des entrepreneurs en fait. C'est pas juste pour faire genre, non. C'est pour montrer aux gens que je suis dans cette aventure, mais d'autres y sont bien avant moi. D'autres ont des résultats bien meilleurs que les miens. Et ils ont simplement travaillé et cru en leur destin. L'Afrique aujourd'hui souffre d'une très mauvaise réputation. Quand on nous parle d'Afrique en Occident, c'est pour parler des côtés négatifs. On nous parle de dictature, on nous parle de coup d'État, on nous parle de junte au Mali. C'est toujours des discours négatifs, alors qu'il y a une Afrique qui est dynamique, une Afrique qui se bat pour faire bouger les choses. Et cette Afrique-là, elle est invisible des médias. Et donc, mon objectif à moi, c'était aussi de me servir finalement de ce canal-là qui commençait à grandir comme d'un espace dans lequel j'allais véhiculer une autre Afrique.
L'Afrique qui bouge, celle qui réussit, celle qui gagne, celle qui est excellente, celle qui obtient des résultats et celle qui travaille de manière silencieuse. Je voulais lui donner de la visibilité. Parce que comme je disais, il y avait d'autres idéaux qui m'animaient derrière ça. Alors une fois que j'ai bien défini ça dans mon esprit, dans ma pensée, il était question pour moi aussi de dire que, en réalité, l'un des problèmes qu'on a dans notre communauté, c'est ce qu'on appelle un peu le problème du crabe. C'est-à-dire que quand tu réussis, vous voyez bien quand on met les crabes dans une bassine, aucun crabe ne peut sortir. Parce que dès qu'un crabe veut monter, un autre l'attrape, boum, et il descend. Parce que dans nos esprits, je ne sais pas si ça vient de la colonisation, si ça vient de l'esclavage, mais vous savez, pendant l'esclavage, il y avait cette notion de le nègre de maison et le nègre de champ. Et on aime bien tout le temps les opposer d'ailleurs. Oui, le nègre de maison, c'est un traître, le nègre de champ, c'est lui le vrai nègre, en oubliant que la plupart des nègres qui ont accompli des choses étaient des nègres de maison. Les nègres marrons, bref, la plupart des nègres dans l'histoire étaient des nègres de maison. Parce que justement, dans la maison, ils ont eu une éducation qui leur a permis de pouvoir réfléchir à des stratégies qui leur permettaient de pouvoir contrecarrer les plans du maître. Mais bon, ce que j'ai constaté donc justement, c'est que comme il y avait un nègre qui était dans la maison, eh bien, une fois que la place était prise, les autres nègres ne pouvaient plus y accéder. Et donc forcément, il y avait une envie, une jalousie, une haine qui se créait vis-à-vis de ce nègre-là. Et j'ai l'impression que c'est le même type de schéma que l'on produit aujourd'hui. De telle sorte que quand quelqu'un de notre communauté réussit, plutôt que de se demander « Waouh, c'est génial, comment tu as fait ?» Très peu de personnes, jusqu'à présent, quand ils me rencontrent, me demandent comment j'ai fait. Les gens ne se posent pas la question du comment, how, comment tu fais. Non, parce qu'au fond, c'est ce qui est important. C'est comment tu as fait pour qu'on puisse dupliquer. Eh bien non, les gens sont plutôt dans des recherches du genre, soit on t'acclame avec hypocrisie, mais en fait, au final, on veut juste que tu tombes, quoi. On veut que, voilà, pourquoi lui, qu'est-ce qu'il a fait de mieux, qu'est-ce que lui, il a de spécial. Et cet esprit-là, bien évidemment, qui est très présent dans notre communauté, est un esprit qui est contre, justement, le succès. Et moi, l'une des choses que je veux aussi combattre, justement, c'est cette mentalité-là qui consiste à faire croire que le succès chez les Noirs, c'est pour quelques-uns. Quand on en a un à la télé, c'est bon. Quand on en a un à la radio, c'est bon. Quand on en a un dans tel domaine, c'est bon. Or, on sait bien, surtout quand on vient dans ces pays, et vous pouvez le constater, qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a énormément de place. Ici, autour de moi, je suis entouré de personnes qui ont des terrains qui ne les exploitent pas du tout. Absolument pas du tout. Et quand on a pris conscience de ça, on se rend compte qu'on a trouvé en fait un trésor, mais un trésor illimité. Si tu trouves un trésor et que tu as le sentiment que le trésor, il est petit, tu auras tendance à le cacher. Mais si c'est un trésor illimité que tu ne pourras jamais tout seul exploiter, ça ne fait aucun sens de le cacher. Et donc, c'est ce que moi j'ai compris, en fait, c'est qu'en Afrique, il y a de la place pour tout le monde, tout le monde. Et surtout, si nous, les Africains, ne prenons pas cette place, ce sont des Chinois, des Américains, des Européens qui vont la prendre. Et peu importe les commentaires qu'on fera sur Internet, ils vont la prendre. À moins qu'on ne se décide à venir et à agir pour pouvoir nous-mêmes développer, bien évidemment, notre continent. Donc, c'est toute cette idéologie-là qui m'anime et qui justifie que je sois un peu militant, finalement. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de l'entrepreneuriat, c'est aussi un message et une philosophie que je veux véhiculer dans la manière de travailler. Maintenant, ça va, mais bon, je ne veux pas t'effrayer, mais avant, il y avait des serpents ici. Hein. Ça va, j'ai pas trop peur de serpents. Le serpent, si tu ne fais pas peur, il te fait rien. Hein. C'est vrai en plus. Il faut que tu l'attaques pour qu'il réagisse. C'est ça. Moi, j'ai pris la pire des tenues, j'ai pris des tongs avec un short. Et on est venu au champ. Et malheureusement, ici, l'herbe, l'herbe, elle pousse... L'herbe, elle pousse très vite parce que c'est la saison de pluie. S'il fallait communiquer un message aux frères et aux sœurs de la diaspora, c'est clairement de leur dire que c'est ici que les choses se passent. Et surtout, c'est maintenant que les choses se passent. On connaît tous des gens dans la diaspora qui ont des projets pour l'Afrique depuis 30-40 ans, ok? Et ils ne les ont pas mis en œuvre. Donc, avoir des projets pour l'Afrique, ça ne suffit pas. Je veux vraiment que les gens comprennent qu'il est urgent d'entreprendre. Les gens se bousculent pour venir s'installer dans nos pays. Et comme un entrepreneur m'a dit à Abidjan, il y a de cela quelques semaines, d'ici 2025, toutes les places seront prises. C'est-à-dire que même si tu viens après cette date-là, eh bien, il te sera très difficile de t'implanter. Parce que la concurrence locale sera de plus en plus forte et la concurrence étrangère se sera bien installée. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut pouvoir se décider à venir. Mais attention, l'Afrique n'a pas besoin de donneurs de leçons.
Parce que je sais que quand on est dans la diaspora, on a le sentiment qu'on est le sachant. C'est nous qui allons venir apprendre aux petits Africains comment les choses se passent. Non, l'Afrique n'a pas besoin de nous, elle ne nous attend pas, elle se développe. C'est nous qui saisissons une opportunité ou alors nous ne la saisissons pas. L'opportunité de faire partie d'un projet aussi grand et aussi impressionnant. Donc moi je dis, il y a énormément de choses à faire comme vous le voyez en Afrique. Il y a de l'argent partout, à tous les carrefours. Il suffit simplement de lever les yeux, d'avoir le bon mindset pour pouvoir travailler. Par contre, venez ici pour apprendre des autres et apporter votre touche. Il y a beaucoup de compétences sur le continent. Il y a des problèmes de financement, ça c'est sûr. Ne venez pas non plus avec l'idée de faire des petits coups. C'est-à-dire, je veux faire un business aujourd'hui qui va me rapporter de l'argent demain. Non. Ces ananas-là qui sont en train de pousser maintenant, c'est plus d'1 an d'attente. Et c'est comme ça qu'on fait de l'argent. C'est-à-dire que tu plantes, tu arroses, tu nourris et tu attends que ça puisse te donner des fruits. Et après les fruits, bien évidemment, tu peux les exploiter. Donc, c'est cette logique qu'il faut avoir, une logique long terme. Ne venez pas en Afrique pour faire des petits coups de « ouais, je vais faire un petit coup » et après, non. Venez avec une vision long terme, implanter des projets durables qui vont réellement bénéficier au pays et qui vont vous aussi vous apporter. Ne venez pas pour détruire l'environnement, détruire CYZ parce que vous voulez rapidement gagner de l'argent. Sinon, c'est clairement ce qu'on reproche déjà aux étrangers qui viennent en Afrique. Ce n'est pas simplement le fait qu'ils viennent faire du business, c'est qu'ils viennent détruire parce qu'ils veulent rapidement s'enrichir. Mais clairement, je vous le confirme, dans tous les secteurs, il y a encore beaucoup à faire. Parce qu'on pourrait se dire, mais moi je suis dans tel domaine. Il n'y a aucun domaine qui est saturé. Aucun. Vous avez de la place à faire dans tous les domaines et dans tous les pays. Si dans votre pays, vous ne voulez pas y aller parce que votre famille a fait ci, vous ne voulez pas que telle personne sache, allez dans le pays voisin. Mais il y a de la place en Afrique. Considérez-la vraiment comme votre famille, votre maison et allez-y pour pouvoir apporter votre pierre à l'édifice. Mais rentrons maintenant. Tous ceux d'entre nous qui avons ça à cœur. Parce que quand je dis ça, on va me dire, mais tout le monde n'est pas appelé à rentrer. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je lance l'appel. Ceux qui vont se sentir concernés vont saisir l'appel et les autres vont rester. Il n'est pas question de dire que tout le monde va revenir. Mais ceux chez qui ce message fait écho, les gars et les filles, venez. C'est maintenant que ça se passe. Il y a de cela quelques semaines, on a abordé une thématique sur notre chaîne Investir au pays, dans laquelle on parlait justement de la diaspora. Et le but, c'était de parler de cette diaspora-là, qui est nombreuse, hein, qui idéalise l'Afrique. Quand il parle de l'Afrique, tu as l'impression que l'Afrique, c'est le paradis, qui est très critique vis-à-vis de l'Europe, et pourtant qui y vit. C'est très paradoxal. Alors attention, il n'est pas question de museler la diaspora, de dire qu'elle n'a pas son mot à dire. Hein. Non, quand on vit dans la culture occidentale, on sait que c'est une culture dans laquelle on a une liberté d'expression qui fait qu'on peut ne pas être d'accord avec des choses et il faut pouvoir l'exprimer. Par contre, quand cette même diaspora-là, qui a la possibilité de pouvoir mettre en œuvre la cohérence dans sa logique, ne se retrouve à rien faire pour l'Afrique, là je trouve qu'il y a un problème. Et c'était clairement ça la thématique. Je vous ai dit en début d'interview que je travaillais pour Areva, j'étais bien rémunéré, mais j'avais un problème parce que je bossais dans une boîte qui avait une manière de travailler en Afrique qui était très douteuse. Et donc à partir de là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là? C'est ce que je dis souvent, c'est je critique Areva et pourtant c'est Areva qui me donne mon pain quotidien. Non, il faut être cohérent. Je suis quitté de là, j'ai lancé mon business, j'ai commencé à travailler vis-à-vis de l'Afrique. Voilà la cohérence. Donc moi, mon idée, c'est de dire, si vous voulez réellement être cohérent avec vous-même, vous ne pouvez pas passer votre vie à simplement critiquer l'Europe et ne rien faire pour l'Afrique. La critique, elle est bien, l'action, elle est meilleure. Moi, je dis, ceux qui prennent de leur temps, de leur argent, de leur énergie pour venir investir en Afrique ont une légitimité beaucoup plus grande à critiquer, que ce soit l'Afrique ou l'Occident, parce qu'ils sont dans l'action. Les autres qui sont simplement dans la critique puérile, qui consiste à critiquer pour critiquer, je pense qu'ils ne sont pas pris très au sérieux, clairement, et ils n'inquiètent personne. Par contre, imaginez si on était des centaines, des milliers, à avoir cette démarche, année après année. Je rentre en Afrique et je lance un projet, aussi petit soit-il. Si cette mentalité-là fait écho au milieu d'une génération de plus en plus nombreuse d'Africains, là on va devenir une force qui va peser. Parce qu'il faut le dire, c'est l'économie qui dirige un pays. Et si les pays occidentaux sont encore aussi puissants dans nos pays, c'est bien parce qu'économiquement, ils nous tiennent. Ils nous tiennent avec des aides, ils nous tiennent avec des multinationales. Imaginez les gens qui disent, je ne sais pas moi, la France s'en va, un pays comme le Cameroun, ben, les 5 plus gros employeurs du Cameroun, à part l'État, ce sont des multinationales quasiment françaises. S'ils disent demain qu'ils s'en vont, comment on fait? On a des milliers de personnes dans les rues qui sont en grève et clairement l'État est mis à mal. Et ça c'est valable en Côte d'Ivoire, c'est valable au Sénégal, c'est valable dans plusieurs pays. Donc pour pouvoir dire que on va faire du dégagisme pour dire à tel dégage, tel va-t'en, mais il faut que l'on soit prêt. Il faut que si demain on dit
aux brasseries françaises de partir qu'on ait des brasseries camerounaises, congolaises, ivoiriennes, ainsi de suite. Mais si on n'a pas ça, si on n'a pas cette puissance économique, tout ce qu'on fait, c'est du bavardage. On bavarde, et c'est pour ça que les Africains bavardent depuis des années et que rien ne change. Par contre, si on commence à avoir des industries et que l'on commence à être économiquement présent, et bien là, c'est sûr qu'on est pris beaucoup plus au sérieux. Donc, mon message dans cette thématique, c'était de dire, il faut être cohérent. Si en Europe, on estime qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, qui ne nous correspondent pas, et que l'Europe est injuste vis-à-vis de l'Afrique, c'est une partie du travail. La deuxième partie consiste à se retrousser les manches et à venir soi-même être une solution sur place. Pour sortir de cette interview, je tiens déjà à remercier BeYouTube d'avoir pensé à venir rendre visite à Investir au pays. C'est touchant qu'ils viennent et puis qu'ils voient effectivement comment on travaille ici, qu'ils soient clairement avec nous dans la nature. Et un dernier message aussi pour les frères et les sœurs de la diaspora, c'est de dire que nous avons notre part à jouer dans le développement de notre continent. Et l'Afrique nous a tous donné quelque chose qu'on veut lui rendre. Et je pense que c'est légitime de vouloir redonner à l'Afrique une partie de ce qu'elle nous a donné. L'Afrique n'est pas à sa place aujourd'hui. Et comme Nana Akufo-Addo, le président du Ghana, l'a dit, tant que vous êtes noir sur cette planète, où que vous soyez, et peu importe vos moyens financiers, vous serez toujours accolé à l'image que l'on accole à l'Afrique. Et si l'Afrique est pauvre et méprisée, on vous méprisera toujours, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Et ça, on peut le voir au travers de plusieurs exemples de personnes très riches qui sont pourtant victimes de discrimination incroyable dans le monde entier. Pour que le sort et la condition de l'homme noir changent dans le monde, il faut que la condition de l'Afrique change. C'est de là que ça part. Donc on ne peut pas essayer de faire un petit raccourci en disant « je vais réussir de mon côté, je vais briller de mon côté ». Peut-être, mais ça ne permettra jamais que de manière globale, le sort de ton peuple, le sort de ta race, si je peux dire ça comme ça, soit vu différemment. Il y aura toujours cette appréhension, ce mépris, ce doute par rapport à ta compétence, par rapport à tes intentions, que l'on a vu disparaître, par exemple, pour des gens comme des Chinois. Il y a de cela quelques années encore, il y avait des chinoiseries, des termes qui étaient très péjoratifs liés à la Chine. Et on a vu ces termes-là disparaître petit à petit. Parce que la Chine est devenue grande, elle est devenue puissante, elle est devenue forte, elle est devenue incontournable. Et aujourd'hui, on la respecte. Les amis, arrêtons d'être naïfs. Le monde, c'est une jungle. C'est un endroit dans lequel on ne respecte que le fort. On peut vous dire tout ce qu'on veut, on crée toutes les institutions qu'on veut. Mais ces institutions sont créées pour assurer la domination des puissants. Clairement, c'est la réalité du monde dans lequel on vit. C'est un rapport de force. Oui, on en revient toujours à ça. Et tant qu'on est faible, comme c'est le cas aujourd'hui de l'Afrique, on te marche dessus, on ne t'écoute pas. Et clairement, la crise ukrainienne le démontre encore. Il y a eu des guerres en Afrique tous les jours, beaucoup plus graves que celle-là. Et on voit bien que la vie d'un... comment j'appelle ça? On nous fait comprendre aujourd'hui que quelqu'un qui est en France se sent beaucoup plus proche de quelqu'un qui est en Europe de l'Est, avec qui il n'a quasiment pas la même culture, avec qui il ne parle pas la même langue, avec qui il n'a rien de proche, par rapport à quelqu'un de Bamako, par rapport à quelqu'un de Yaoundé qui parle la même langue, qui a une histoire commune. En réalité, qu'est-ce qu'on dit? Ce sont des Européens. Donc, à un moment donné, c'est aussi à nous de prendre conscience des enjeux du monde dans lequel on vit et arrêter d'être naïf. On vit dans un monde qui ne respecte que la puissance et il faut que les Africains travaillent à acquérir de la puissance. Qu'elle soit économique, militaire ou même géographique, il faut que les Africains deviennent puissants à tous ces niveaux-là. Et c'est clairement possible. Dans 30 ans, si on travaille sérieusement, on peut faire des choses très intéressantes. La technologie est maintenant disponible et accessible. Il faut la chercher, trouver des moyens de la faire revenir chez nous et mettre en œuvre les cerveaux. Et ça, l'Afrique en a. Elle en a beaucoup. Donc chacun à son niveau, je pense que doit pouvoir travailler à faire que les choses s'améliorent sur ce continent. Ça ne signifie pas que tout le monde doit rentrer. Mais chacun à son niveau doit faire quelque chose qui fait rayonner l'Afrique. Ça peut être au travers d'un média comme BeYouTube en Europe. Ça peut être au travers des initiatives entrepreneuriales comme celle que je fais ici. Mais il y a plusieurs moyens de faire rayonner l'Afrique. Que chacun d'entre nous se positionne simplement et que l'on ne soit plus passif ou naïf. Bye.